Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a un document assez particulier sous les yeux. À première vue, ça ressemble à un communiqué de presse politique, assez classique, une page, un en-tête, une signature. Mais plus on lit, plus on se rend compte que c'est bien plus que ça. C'est un peu comme une poupée russe, vous voyez. À l'intérieur d'un message de solidarité, on trouve une contestation de pouvoir, et encore à l'intérieur, un véritable ultimatum politique. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu ça. On va ouvrir ces poupées russes, une par une, pour comprendre ce que s'y joue vraiment. C'est une excellente image parce que le texte est vraiment construit en couches successives. Ça commence par quelque chose de très concret, un message de solidarité adressé à un parti d'opposition, le MRC, et à son leader, Maurice Kamto. Mais très très vite, on s'aperçoit que le véritable enjeu, ce n'est pas tant la solidarité, c'est la légitimité même du pouvoir au Cameroun. Exactement. On va donc décortiquer ce texte. Pas comme un simple communiqué, non, mais plutôt comme une pièce à conviction dans un procès politique qui le dépasse. Et pour commencer, il faut bien sûr poser les faits. Le communiqué, il plonge direct dans le vif du sujet, pas de préambule. Il parle de deux incidents simultanés et ça, cette idée de coordination, ça me frappe d'emblée. De quoi s'agit-il exactement selon ces textes? Le texte est très précis là-dessus. Il décrit deux actions qui se seraient déroulées en même temps. La première, c'est l'assaut du siège du MRC par les forces de l'ordre. Et le document prend bien soin de spécifier que le parti s'apprêtait à y tenir une, je cite, convention interne et parfaitement légale. Ah oui, le message est clair. Oui, une activité politique a priori légale a été interrompue par la force. Le mot utilisé, c'est pris d'assaut. C'est pas anodin du tout. On n'est pas dans le registre d'une simple vérification ou d'une dispersion. Ça évoque une action presque militaire, une violence délibérée. Absolument. C'est tout à fait l'effet qui est recherché. Le choix des mots, il vise à la fois à dramatiser et, en quelque sorte, à criminaliser l'action des forces de l'ordre. Et pour renforcer cette impression d'une opération planifiée, le texte enchaîne tout de suite sur le deuxième incident. Il dit: dans le même temps, nous avons découvert que le domicile du professeur Maurice Camteau a été encerclé, le plaçant de fait en résidence forcée. D'accord. Donc on a une double action. D'un côté, on frappe l'institution, le siège du parti, C'est ça. et de l'autre, on neutralise l'individu, le leader. C'est une stratégie tenaille, quoi. Oui, en quelque sorte. Le texte veut nous faire comprendre que ce n'est pas un dérapage, c'est une opération réfléchie, ciblée. C'est tout à fait ça. L'auteur insiste sur la concomitance des faits pour suggérer une intention malveillante et une coordination au plus haut niveau. En utilisant des termes comme pris d'assaut et résidence forcée, qui ne sont pas des termes juridiques neutres, ce sont des descriptions très chargées, il installe d'emblée un cadre de lecture, celui de la répression et de l'abus de pouvoir. Il ne décrit pas seulement des faits, il les qualifie moralement dès les premières lignes. On sent bien la volonté de peindre une scène de brutalité pure et simple, mais j'imagine que le texte ne s'arrête pas là, à la description. Il doit bien porter un jugement là-dessus. On sent que ça bouillonne un peu sous la surface. Ah, mais ça ne bouillonne pas, ça explose. C'est la deuxième couche de la poupée russe. Le texte bascule très très vite d'un rapport Beffet à une condamnation. Une condamnation politique et juridique d'une extrême dureté. Il ne dit pas simplement c'est mal. Il attaque la légalité même de l'opération. Il qualifie les ordres donnés aux forces de l'ordre d'illégitimes. Illégitime, c'est un mot très fort. Est-ce que c'est juste une figure de style ou est-ce qu'il y a une implication plus profonde? C'est une façon de dire aux policiers qu'ils n'auraient pas dû obéir. C'est presque un appel à la désobéissance. On est en plein dedans. Et le texte va même plus loin, c'est presque un avis juridique glissé dans un communiqué de presse. Il affirme que ces ordres illégitimes, non seulement ne les obligent absolument pas, mais, et c'est ça qui est fort, les placent au contraire dans une situation d'illégalité. Waouh. C'est une inversion complète de la logique hiérarchique. En d'autres termes, l'auteur dit aux forces de l'ordre: attention, en obéissant, c'est vous qui devenez des hors-la-loi. C'est une tentative en fait de briser la chaîne de commandement en faisant appel à la conscience individuelle des agents. C'est extrêmement audacieux. On délégitime non seulement le donneur d'ordre, mais on menace aussi l'exécutant. Et sur quoi se base cette condamnation? Elle se base sur les droits fondamentaux. Le texte qualifie ces actions de graves atteintes inacceptables à la liberté d'association et à la liberté individuelle. En utilisant ce vocabulaire, l'auteur sort du simple débat politique. Il se place sur le terrain des principes universels, des droits de l'homme. C'est une façon de dire que le régime ne viole pas seulement ses propres lois, mais des principes qui sont supérieurs.
Exactement. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur sa position, la phrase se conclut par «Nous les condamnons avec la plus grande fermeté». Il n'y a aucune place pour la nuance, c'est tranché. Ce n'est donc pas un simple incident, une bavure. Le communiqué veut nous faire comprendre que c'est le symptôme d'une maladie bien plus profonde. Précisément. Et l'auteur prend bien soin de connecter ces événements à un contexte plus large. Il parle de nouvelles dérives autoritaires du régime. Ce n'est pas un acte isolé, non, c'est la continuation d'une politique. Et pour le prouver, il rappelle des faits passés. Les morts des manifestations post-électorales, le harcèlement politique, moral et sécuritaire. En fait, il tisse une narration où les événements du jour ne sont que le dernier épisode d'une longue, longue série de répression. Ça donne beaucoup plus de poids à sa condamnation du coup. Oui, ce n'est pas juste une réaction à chaud, c'est présenté comme une conclusion basée sur un historique, c'est un réquisitoire en règle. Et plus on avance, plus la question devient brûlante. Mais qui parle? Qui peut se permettre de juger de la légalité des ordres de l'État, de condamner un régime et d'appeler presque à la sédition? Le nom en bas de page, c'est Issa Chiroma Bakari. Mais attendez une seconde. En relisant l'entête et la signature, là, je suis frappé. Il ne signe pas en tant que chef de parti ou simple opposant, il signe président élu de la République du Cameroun. Ça change absolument tout, non? Ça change toute la lecture du document. On est au cœur du réacteur, là. C'est la plus petite poupée russe qui donne son sens à toutes les autres. En se présentant comme le président élu, l'auteur ne se positionne plus comme un opposant qui critique le pouvoir en place. Non, il conteste la légitimité même de ce pouvoir. Le message sous-jacent est très clair. Le véritable dirigeant, c'est moi. Celui qui donne les ordres depuis le palais présidentiel est un usurpateur. C'est une déclaration de guerre sémantique alors. Chaque mot, chaque condamnation n'est pas prononcée par un citoyen mécontent, mais par celui qui se considère comme le seul et unique dirigeant légitime du pays. Précisément. Il établit un contre-pouvoir symbolique qui est vraiment au cœur de tout le message. C'est un peu la posture d'un gouvernement en exil, mais un gouvernement qui opérerait depuis l'intérieur même du pays. Il défie l'autorité en place sur son propre terrain. C'est ce titre qui lui donne, en tout cas à ses propres yeux, l'autorité de juger de ce qui est légitime ou illégitime. Bien sûr. Sans ce titre, ce serait juste l'opinion d'un opposant. Avec ce titre, c'est, dans sa logique, un décret présidentiel. Et il y a une phrase qui cristallise ça de manière incroyable. Il dit qu'il est solidaire, mais il ajoute: Je suis moi-même victime en tant que président élu du peuple camerounais. La tournure est brillante. C'est une construction rhétorique très très habile. Elle accomplit trois choses en une seule phrase. Premièrement, il se montre solidaire, il se met au même niveau que les autres victimes, comme le professeur Kamto. D'accord. Deuxièmement, il se positionne comme la victime principale, la victime originelle. Le message, c'est si on ne m'avait pas privé de ma victoire électorale, rien de tout ça ne serait arrivé. Et troisièmement, il fusionne son sort personnel avec le sort de la nation. Il ne dit pas je suis une victime. Il dit en tant que président élu du peuple, je suis victime. Ce qui sous-entend que c'est le peuple tout entier qui est victime à travers lui. Il fait de son cas personnel la cause et le symbole de la souffrance de tout un pays. Il n'est plus un simple allié, il devient l'incarnation du combat. C'est d'une force politique redoutable. Donc si on récapitule, on a un homme qui se déclare président légitime, qui décrit les actions du gouvernement comme illégales et qui se présente comme la victime principale de ce système. Face à ce tableau, qui est très sombre, quelle est l'issue? Il ne peut pas se contenter de se plaindre. Que propose le texte? Et c'est la dernière partie du document, l'appel à l'action. Après le constat et la condamnation, vient la stratégie. Le texte s'adresse aux forces du changement. C'est une expression volontairement large pour essayer de rassembler au-delà des affiliations partisanes. Et il énumère ensuite les vertus nécessaires pour le combat à venir: unité, cohésion, courage et sens du devoir. C'est un vocabulaire qui évoque la discipline, presque militaire. Oui, on n'est pas dans un appel à un débat d'idées là. Non, On est dans un appel à la mobilisation pour une lutte. une lutte pour quoi exactement? Quel est l'objectif final? L'objectif est énoncé sans aucun détour: la libération de notre pays. La libération. Oui, c'est un mot extrêmement fort. Ouais. La libération, ça implique un état d'occupation, d'oppression. On ne cherche pas à réformer le système ou à négocier avec. On cherche à s'en défaire complètement. C'est une rhétorique de rupture, pas d'amendement. Libération.
C'est un mot qu'on utilise dans un contexte de guerre ou de décolonisation, pas dans un débat politique ordinaire. Ça place l'adversaire non plus comme un rival politique, mais comme un ennemi à abattre. Mais alors comment? Comment y parvenir? Quelle est la méthode, la stratégie concrète? Alors, la stratégie est unique et non négociable. C'est là que le document devient très prescriptif. Il affirme noir sur blanc: dans ce contexte, la revendication de la vérité des urnes reste la seule démarche légitime. La seule. La seule. Tout le reste est balayé. Pour l'auteur, la seule bataille qui vaille, c'est celle de la reconnaissance de sa propre victoire électorale qu'il estime avoir été volée. Toute l'action politique de l'opposition doit être subordonnée à cet unique objectif. Et ce qui, logiquement, disqualifie toute autre approche. Si quelqu'un voulait, par exemple, se concentrer sur les prochaines élections ou sur un dialogue avec le pouvoir. Cette personne serait considérée comme un traître. Le texte est d'une clarté glaciale là-dessus. La phrase suivante est: toute autre action visant à valider la forfaiture organisée par le régime serait une trahison envers le peuple. Une trahison. C'est un ultimatum. Il n'y a pas de place pour le compromis, pas de troisième voie. Soit on se rallie à sa bannière de la vérité des urnes, soit on collabore avec l'ennemi. Waouh, il trace une ligne de démarcation très nette au sein même de l'opposition. C'est sa voix ou la voix des traîtres. On se demande comment une opposition peut se construire sur une base aussi polarisante. C'est toute la question. Ce communiqué est finalement un manifeste politique complet. Il identifie un ennemi, le régime, il désigne des héros, des figures exemplaires comme le professeur Camteau, et il se place lui-même au centre en se décrivant comme de simples instruments au service d'un peuple déterminé. Et surtout, il définit un seul et unique chemin vers la victoire, cette fameuse revendication de la vérité des urnes. La boucle est bouclée et elle est verrouillée. Alors, si on essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle, que faut-il retenir de cette analyse? Ce document, qui semblait être un simple message de soutien, est en fait une déclaration politique d'une densité assez rare. Absolument. On a d'abord la dénonciation, avec des mots très durs, d'actes de répression. Mais surtout, le cœur du message, c'est cette affirmation d'une légitimité présidentielle alternative. L'auteur ne parle pas en tant qu'opposant, il parle en tant que souverain dépossédé. C'est ça qui donne à sa parole un poids si particulier. Tout à fait. Et enfin, il y a cet appel à l'union des forces du changement. Mais c'est une union sous conditions, des conditions très strictes. Une union autour d'un seul mot d'ordre, la vérité des urnes, et qui qualifie toute autre stratégie de trahison. C'est donc à la fois un appel au rassemblement et un avertissement très clair à ceux qui seraient tentés par une autre voie. En fait, ce texte soulève une question essentielle sur la nature même du pouvoir. Quand une partie de l'échiquier politique ne reconnaît plus la légitimité de l'autre et se déclare elle-même dépositaire de la souveraineté populaire, comment un dialogue peut-il encore exister? Le document décrit une fracture si profonde qu'elle ne porte plus sur des choix de société, mais sur la question fondamentale de qui a le droit de gouverner. Et il laisse en suspens la question de savoir comment une telle fracture peut être résolue, autrement que par la confrontation. Une question vertigineuse qui effectivement dépasse de loin ce seul communiqué. C'est sur